Eh bien, bonsoir et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans sa totalité, le phénomène humain, évolue vers son ultime perfection. Cette perfection, c'est, pour schématiser, alors on construit le paradis pour nos futurs descendants. Bien sûr, il faudra encore quelques siècles de travail, peut-être 2, 3, 4, 5, peut-être 10 siècles pour l'humanité. Mais c'est très peu dans l'histoire de l'humanité. On a fait la plus grande partie du chemin entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates et aujourd'hui, on a fait une grande partie de cet ouvrage. Alors, on le réalise de façon inconsciente pour l'instant. Je pense qu'à un certain moment, et dans un moment assez proche, on prendra conscience de ce qu'on réalise, parce qu'on commence à avoir tout le matériel pour pouvoir le déterminer, avec l'IA, l'intelligence artificielle, avec la puissance des ordinateurs de calcul, etc. On va pouvoir modéliser notre évolution et comprendre où nous allons. Et ça sera la science qui pourra l'entériner. Seule la science peut l'entériner, en réalité, parce que cette idée d'évolution vers l'âge d'or, on pourrait dire, ou vers le paradis, ou vers l'apocalypse, tel que le royaume de Dieu sur terre, ça a été entrevu, ça a été imaginé par des intuitifs, par, par, euh, par toute une partie des mystiques et des philosophes ont déjà réfléchi à cette finalité. Simplement, c'est la façon dont c'est apporté, l'humanité ne pouvait pas y adhérer. L'humanité peut adhérer à une découverte, à une idée, à une intuition que si elle est confirmée par la science. Maintenant, depuis qu'on est rentré dans l'ère, on va dire, matérialiste, l'ère du phénomène, où par exemple, le fait que on dise que la Terre est ronde, c'est entériné par la science, c'est entériné par tout un tas de choses. L'évolution des espèces, selon Darwin, oui, c'est entériné, etc. Alors après, l'évolution fait que parfois on entérine des choses et puis elles s'avèrent inexactes, c'est possible aussi. Mais c'est la science qui permet d'établir correctement la chose et que l'ensemble humain puisse y adhérer. Et ce sera le cas pour l'évolution, selon moi, l'évolution de l'humanité vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, donc, c'est le paradis. Techniquement, c'est ça, c'est le paradis, mais ce n'est pas un paradis technique, technologique. La technique et la technologie, elles nous aident pour atteindre cet état. Mais le véritable but, c'est, à mon sens, d'atteindre le bonheur absolu, le souverain bien, l'amour absolu, qui se concrétise dans l'extase, l'éveil, le nirvana, peu importe comment on appelle cet état de sérénité absolue, de présence absolue à l'immédiat, mais c'est ce vers quoi nous allons. Voilà ma théorie. Alors, pour défendre cette théorie, je m'appuie de temps en temps, je prends appui sur des audios que j'écoute. Euh, et là, par exemple, j'ai écouté avec philosophie une émission donc de France Culture sur la métaphysique et c'est la première émission d'une série de 4. La métaphysique est-elle un délire? Donc, je vais lancer l'audio. C'est la 5e ou la 6e vidéo à ce sujet. Donc, vous pouvez écouter les autres si vous avez envie d'avoir une vision d'ensemble. Mais c'est plus je prends plus appui sur ces audios
que ça n'est pas une analyse. J'ai pas les moyens, je suis pas un universitaire, je suis pas j'ai pas des connaissances, mes connaissances sont extrêmement réduites. Donc c'est plus un appui pour laisser parler mon intuition, ma créativité philosophique. Et voilà, donc euh, et, et par contre, vos critiques et sont les bienvenus. J'ai besoin de savoir si je peux agacer du monde, ça peut être mal perçu, je ne sais pas, certaines vidéos. J'aimerais vraiment avoir du retour pour corriger. Peut-être vous en avez marre de voir ma tête et auquel cas je filme autre chose. Voilà, j'avais décidé de me filmer parce qu'à un certain moment, on se demandait pourquoi je filmais des objets, la nature ou autre chose. Et donc voilà, les gens voulaient savoir à qui ils avaient affaire pour savoir si c'était un truc, une secte ou quoi que ce soit, quelque chose de particulier, c'est pas le cas. Donc voilà, mais sinon, il faut juste me dire et je modifie les choses. C'est très souple ma façon d'être. Donc je lance cette audio avec philosophie. La métaphysique est-elle un délire? Philosophe qui assume une dimension métaphysique dans son œuvre, c'est un livre de 1903, écoutez. Les maîtres de la philosophie moderne ont été des hommes qui s'étaient assimilés tout le matériel de la science de leur temps. Et l'éclipse partielle de la métaphysique depuis un demi-siècle a surtout pour cause l'extraordinaire difficulté que le philosophe éprouve aujourd'hui à prendre contact avec une science devenue beaucoup plus éparpillée. Mais l'intuition métaphysique, quoi qu'on y puisse arriver qu'à force de connaissances matérielles, est tout autre chose que le résumé ou la synthèse de ces connaissances. Elle s'en distingue, comme l'impulsion motrice se distingue du chemin parcouru par le mobile. Comme la tension du ressort se distingue des mouvements visibles dans la pendule. Ce texte que vous nous avez suggéré, je crois que c'était Élie During, m'apparaît très intéressant parce que Bergson dit voilà, avant la philosophie moderne, les philosophes. Bergson s'est intéressé, évidemment, tous les grands philosophes qui ont accepté de se coltiner avec l'idée de Dieu, c'est le cas de Bergson, c'est le cas de Husserl, c'est le cas de Spinoza, bien entendu, etc., de tout un tas de philosophes, ou de comprendre qu'il y a un moteur, même si c'est un moteur mécanique dans l'esprit de certains, c'est peut-être le cas chez les penseurs des Lumières, mais enfin de se confronter à l'idée de la création, pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien, eh bien, ce sont, à mon sens, des métaphysiciens. Mais bon, c'est un point de vue. Ils avaient tout assimilé du matériel de la science de leur temps, donc on voit bien qu'ils nous parlent un peu de la science galiléenne, newtonienne. Là, maintenant, c'est très difficile, extraordinairement difficile de faire de la science. Donc, on prend la tangente et on passe à l'intuition métaphysique. Mais je suis quand même très surprise. Mais non. C'est-à-dire que... C'est que la science, elle n'apporte pas la clarté totale. Elle laisse en suspens l'idée pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Pour tout quoi et où nous allons. Quel est le sens de notre présence au monde, etc., etc. Et ça, la science, elle peut pas. Donc, c'est bien, Bergson a raison de passer sur d'aller au-delà de ça, parce que le philosophe peut pas se contenter d'être un philosophe matérialiste qui dit, bon, je crois que ce que je vois, philosophie des mathématiques, philosophie du langage, philosophie des sciences, toutes ces philosophies qui sont liées au pragmatisme, alors, je ne sais pas, hein, je ne les connais pas suffisamment, mais je les ai vus quand je suis allé suivre quelques cours en auditeur libre à la fac de Nice. Il y avait ce type de courant. J'ai essayé, par exemple, de suivre quelques cours, mais c'était impossible de capter quoi que ce soit, déjà parce que c'était les dialogues les termes étaient pas connus, puis
J'allais en 5e année, hein, donc, ou en 4e. C'était pas possible pour moi. Par contre, quand il parlait de Platon, quand il parlait de Socrate, quand il parlait de... Voilà, là. Bon, à tout de suite, je reviens. Donc, on continue. J'ai été un peu interrompu. La physique quantique, par exemple, elle est extraordinairement contre-intuitive. Alors nous, on va aller vers notre intuition, alors qu'en fait, les physiciens les plus sérieux nous disent qu'il y a des vérités contre-intuitives. Bergson a cessé de parler de continuité dans le monde. La physique quantique nous dit c'est compliqué, il y a de la discontinuité dans la matière, il y a des paquets de corpuscules qui ont certes des effets d'onde, mais il y a des paquets, c'est ça les quantas discontinus. Il l'a rencontré... Mais alors ça m'intéresse d'ailleurs. Voilà pourquoi. Même s'il y a de la discontinuité dans la matière, est-ce que c'est de la discontinuité ou est-ce que c'est ce qu'il y a entre les choses qui fait la continuité et n'est pas encore découvert? Est-ce que l'immatériel qui fait la continuité, la partie immatérielle des choses, est-ce que ça a été découvert? Voilà, tout ça c'est... et bon, je sais, ça m'intéresserait de savoir ce que ça veut dire, la discontinuité dans la matière, et pourquoi cette discontinuité ferait que, il y aurait quelque chose d'illogique dans le principe de l'évolution, ou quelque chose d'un peu qui serait non maîtrisé, par exemple. Je pense pas, à mon avis. Einstein, il y a eu une rencontre Bergson-Einstein en 1922. Bergson lui a servi tout un discours sur le temps absolu. Einstein n'a rien compris. Et ils ne se parlaient pas. Est-ce que ce n'est pas un problème quand même, Élie Düring, d'avoir une philosophie de la métaphysique qui se base sur l'intuition en rejetant ce que font les sciences? Mais c'est pas du tout. Alors, dans le cas de Bergson, c'est absolument pas un rejet. Et ce que dit la citation là qu'on a entendue, absolument pas. C'est précisément qu'il faut développer une intuition spécifiquement métaphysique. Donc c'est pas l'intuition du sens commun, c'est ni l'intuition sensible de premier plan, ni l'intuition au sens du sentiment qu'on peut avoir des choses comme ça avant réflexion. C'est une intuition qui est travaillée, qui se développe précisément, c'est ce que dit aussi le Bergson dans ce texte, au contact de la science, au contact des connaissances matérielles. Donc il y a la nécessité d'une confrontation qui est pas une concurrence, un rapport agonistique de combat avec la science, mais qui est d'abord de confrontation au sens où l'intuition métaphysique va se dégager au contact de ce que les sciences ont déjà élaboré de leur côté en termes de lignes de fait. Alors, il s'est beaucoup intéressé à la biologie, à la physique, aux sciences psychologiques de son temps, parce qu'il pense que, en fait, le grand intérêt de la science, c'est qu'elle élargit le champ de l'expérience, elle fait apparaître de nouveaux pans de la réalité, et d'autre part, elle porte une exigence de précision supérieure qui manque le plus souvent aux philosophes. Donc, de ce point de vue, il est complètement en ligne avec, disons, l'esprit de la science comme exigence rationnelle. Mais excusez-moi, je ne comprends pas du tout ce que vous voulez dire. Les biologistes n'ont pas du tout validé sa conception de l'élan vital et de l'évolution des espèces. Évidemment, c'est de la métaphysique. Julian Huxley, Jacques Monod, pour eux, ça n'avait pas de sens. Le côté non-darwinien, d'ailleurs, au passage de Bergson. Ça ne les intéresse pas parce que c'est de la métaphysique. Einstein n'a pas compris ce que lui disait Bergson. Bergson ne faisait pas l'apologie du temps absolu à la Newton. Il essayait d'expliquer qu'il y avait encore un problème qui est celui de la cohérence des durées disparates, diversement rythmées au sein d'un univers dont il faut bien penser l'unité. C'est une question cosmologique classique, mais c'est une question qui est au-delà, qui excède ce que la science peut avoir à dire, parce que là, on est en régime métaphysique. Si Monod se désintéresse de l'élan vital, c'est pas ça lui sert strictement à rien comme hypothèse pour faire de la biologie moléculaire. Bien sûr. En revanche, la question, en fait, il la pose sans cesse, puisqu'il ne cesse de réactualiser le problème de la finalité. Il parle de téléonomie, mais c'est exactement, au fond, le même problème, celui de l'adaptation apparemment miraculeuse de choses qui co-fonctionnent ensemble. Il propose une manière scientifique d'aborder le problème et il écarte les thèses métaphysique parce que précisément lui il prétend pas faire de métaphysique. Mais le point important, voilà, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que ça discrédite pas, c'est juste il ne va pas sur ce terrain parce que c'est un scientifique et il veut être
considéré comme scientifique. Et donc, il s'arrête, il ne va pas sur le terrain philosophique et métaphysique, justement pour être crédible. C'est tout à fait normal. Dans le propos de Bergson, c'est dire que la métaphysique se nourrit de l'expérience. Alors, c'est un rapport, en effet, assez instable et particulier avec les sciences. L'articulation n'est pas très claire, Voilà. puisqu'il ne fait pas de la physique. Le risque est double. Il est d'extrapoler trop vite à partir d'un état présent de la science qui devient caduque au bout de 20 ou 30 ans. C'est le problème de la physique quantique que Bergson a raté parce qu'il était, il était trop âgé. 1925, il était déjà en fin de carrière. Il n'a pas pu prendre acte de cette dimension de discontinuité qu'on reconnaît dans l'événement, la processualité du réel physique. Dans la matière, les choses passent par irruption plutôt que de façon continue dans le temps. Il y a toute une controverse avec Bachelard à ce sujet. C'est passionnant, mais disons, Bergson était ouvert à cette possibilité. C'est vraiment intéressant. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y a irruption. Bon, oui, qu'il y ait irruption, c'est logique, puisque l'univers, apparemment, tel qu'ils en parlent, c'est une irruption. C'est une transformation du vide en matière, qui, d'un seul coup, qui devient comme ça. Mais alors après, dans la création, dans l'univers lui-même, qu'est-ce qu'il y a comme irruption qui vient comme ça, qui viendrait... je ne vois pas comment il peut y avoir de discontinuité dans quelque chose qui est une totalité. C'est comme sur un ballon de football ou de rugby plutôt, il n'y a pas de discontinuité. Même s'il y a un endroit où il y a un trou, ça sera de l'air qui va continuer entre les deux choses. Mais il n'y a pas de discontinuité. Par principe, pour moi, on lui aurait donné 30 ans de plus, il aurait fait quelque chose de la mécanique quantique, avec toujours le risque d'un malentendu, c'est-à-dire d'assimiler trop vite ou de ne pas comprendre certains résultats scientifiques, mais ça c'est un risque inhérent à la réflexion, on le court tous dès qu'on s'intéresse à la science. Mais je dis, le point qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que il est un des seuls à maintenir de façon aussi ferme et presque aussi véhémente la nécessité de se coltiner les sciences qu'il a fait toute sa vie. C'est-à-dire qu'avant d'écrire Matière et mémoire, il passe 10 ans en s'immergeant dans une littérature scientifique sur la mémoire, sur les pathologies de la mémoire, sur la perception, etc. Pour en tirer quoi ? Alors, ce qu'il appelle intuition, on pourrait l'appeler aussi des schématisations, des façons de schématiser un ensemble de lignes de faits dégagées par la science, c'est empirique, et de tirer en filigrane, en pointillé, des extensions au-delà de l'expérience, du régime habituel de l'expérience, en intensifiant les choses, en passant à la limite. C'est un philosophe, tout simplement. Schématiser, tirer des intuitions, c'est le boulot du philosophe. C'est pas un scientifique, c'est pas un spirituel, c'est un philosophe. Et le philosophe, il est là pour ça. Son potentiel est dans la schématisation, l'intuition, la schématisation des choses. Voilà, la schématisation de l'évolution de l'humanité, la schématisation de l'histoire, la schématisation, etc. La métaphysique a toujours cherché à faire, mais elle a généralement cherché à le faire en passant outre par un saut discontinu vers la pure spéculation, c'est-à-dire penser par pur concept. Bergson pense qu'il faut maintenir aussi loin que possible l'idée que c'est l'expérience qui indique, par des indices, par des appels, des signaux, la direction dans laquelle il faut approfondir, intensifier le travail de pensée. Donc c'est ce qu'il a pu appeler lui-même une forme d'empirisme supérieur, dont la métaphysique doit s'inspirer et qui fait qu'elle est en prise, elle doit être en prise constamment avec le réel de la science. Alors, justement, oui, la science, elle peut pas... Si on reste sur le côté empirique, on ne peut pas, par exemple, imaginer l'histoire de l'évolution de l'humanité, parce que pour ça, ça veut dire qu'il faut faire des sauts inouïs entre l'origine de l'humanité, telle période, etc., et auxquelles nous n'y sommes pas dans ces périodes-là. On ne peut pas les vérifier tangiblement. On est obligé de les penser schématiquement. Et pareil pour le futur. Donc,
avec la difficulté. Et l'intuition, c'est ça. Pour lui, l'intuition, c'est un travail de l'intelligence. C'est encore corrélé à nous, c'est ça que je veux dire. Qui va à rebours du sens commun et à l'imitation, du coup, de ces contre-intuitions scientifiques, ce caractère très peu intuitif de la science contemporaine. Je dirais que la métaphysique, de ce point de vue, elle est en phase avec le caractère contre-intuitif de la science. Simplement, elle pousse les choses un cran plus loin, puisqu'à un moment donné, elle s'intéresse en effet à des figures classiquement qui touchent à la totalité. On prétend avoir un discours sur la totalité de ce qui est, alors qu'un physicien ou un biologiste sera toujours extrêmement prudent. Il va vous dire, moi, je ne parle que des particules à haute énergie, ou alors je ne parle que des organismes vivants, et je ne parle pas du réel en totalité. L'ambition un peu folle de la métaphysique, ça a été de développer un discours universel et unifié sur tout. Bien sûr. Et alors là, c'est vrai, quand on voit la force de conviction de cette personne-là, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est vraiment super intéressant, parce que là, on comprend l'importance de la métaphysique. Et effectivement, j'aimerais bien savoir, dans vendredi, je vais essayer d'écouter les 4 émissions. Là, j'en ai écouté qu'une pour l'instant. Que celle-ci. Et vendredi, il y aura eu 4 émissions sur la critique de la métaphysique. La métaphysique est-elle un délire? J'aimerais bien savoir si Géraldine Moulman, à la fin, quelle option elle a. Est-ce que vraiment elle est... Parce que là, on sent qu'elle a quelque chose avec la métaphysique, ce que les profs, ce que les universités ont, c'est la métaphysique, c'est quelque chose qu'on devait mettre de côté depuis très longtemps. Et puis là, ce retour métaphysique, il concerne en fait les philosophes contemporains, les mecs qui y sont dedans. Mais les profs, ils sont encore malheureusement un peu... Un prof, il a toujours 20, 30, 40 ans de retard en réalité. Il travaille des concepts qui sont déjà... qui sont là établis. C'est normal pour donner des cours. On ne peut pas donner... Ça ne peut pas être... Oui, effectivement, il y a des philosophes, très certainement, comme à l'époque de Heidegger ou de Husserl, qui donnaient des cours qui étaient la créativité pure. Mais... et même tous ces grands philosophes, mais globalement, les profs généralistes, ils sont obligés d'être un peu c'est bien le problème que je soulevais en vous envoyant, en vous diffusant ces extraits de science-fiction. C'est le désir de la totalisation, quand même, la métaphysique. Et il est irrépressible. Mais j'ai commencé l'émission par là. Il est irrépressible, mais un philosophe ne doit-il pas s'obliger à lui donner des limites? Le besoin ne crée pas savoir. Mais la limite, par exemple pour Bergson, c'est que la métaphysique soit contemporaine des sciences, qu'elle prenne acte du fait qu'il y a eu Einstein. Bergson l'a fait à ses risques et périls. C'est une discussion... Tout à fait, c'est logique. C'est comme l'art contemporain. Il doit tenir compte de toute l'histoire de l'art. Ça ne peut pas être un art contemporain qui refait de la peinture du XVIIIe siècle ou des choses comme ça. Il est obligé de tenir compte de la totalité. Et le métaphysicien actuel, il doit être en prise avec toutes les sciences, ce que je ne suis pas. Parce que malheureusement, je ne suis pas assez pointu pour lire les sciences. C'est pour ça que j'aimerais bien être au contact de scientifiques ou de gens qui maîtrisent bien ça, qui m'expliquent cette chose-là. Parce que je ne peux pas le comprendre en le lisant. Je capte pas. C'est très intéressante, pleine de malentendus, mais il a fait cet effort. Contrairement à beaucoup d'autres philosophes contemporains, Heidegger compris, qui sont totalement désintéressés du savoir vivant de la science. Mais l'intuition, peut-on lui faire confiance de cette façon? Pierre Cassou-Noguez, elle d'abord, qui vient tout autant de nous que notre intelligence, donc on pourrait dire qu'on est corrélé par l'intuition, nous dit Bergson, à des choses. Ça veut dire que nous sommes dans le corrélationnisme, on n'est pas dans le dehors. Là, si l'intuition se relie à des choses qui sont du coup des phénomènes qui lui apparaissent, on n'est pas dans la chose en soi, on n'est pas dans l'accès au dehors. Et puis cette intuition, enfin, vous savez que ça a été très critiqué quand même chez Bergson, Politzer. Alors, la chose en soi, c'est...
on l'atteint que par l'extase. Et en fait, on l'atteint que par l'intériorité. Voilà, là, c'est vraiment super intéressant qu'elle ait parlé de la chose en soi. Parce que la chose en soi, c'est la chose en soi de l'extériorité. Il n'y a que l'extase qui la touche. Il n'y a que l'extase qui sort de soi. Ça, c'est vraiment, je viens de comprendre quelque chose de très important. Il n'y a que l'extase qui nous permet de sortir de soi pour aller à la rencontre de la chose en soi. Ça va être... C'est dommage que ça arrive à ce moment de la réflexion. Là. Mais, bon, voilà. Ça m'a permis de faire un bond a fait un terrible pamphlet en 1929, La fin d'une parade philosophique, le bergsonisme. Il disait qu'au fond, c'est de la psychologie. Comment vous voyez ce problème, vous ? Alors, je ne pense pas qu'il faille rejeter la science du tout et qu'autour de cette table, personne le ferait. Et pour moi, justement, il n'y a pas alternative entre la science et la métaphysique ou la philosophie. Et je pense que l'une des raisons de ce renouveau de la métaphysique et du désir sinon pas du tout de toute puissance en fait, mais de parler du réel, de pouvoir en philosophie toucher au réel, c'est la crise environnementale. C'est-à-dire que c'est pas par hasard si le réalisme spéculatif, il naît dans les années 2000, au moment où la crise environnementale... Je vais arrêter là, parce qu'en réalité, c'est trop important ce que je viens de capter. Donc, ça fera partie d'une autre vidéo. Voilà, alors, allons-y. Importation. Ah oui, non, alors, ne pas fermer. Importation en cours. Ah, mais je suis encore en truc? Non, non, non. Ah bah oui, je suis